cette association? Quels sont vos rôles, vos missions et vos objectifs? Je ne sais pas si ça Vous pouvez fonctionne. aller s'il vous plaît, sinon je vous place le. Ah, d'accord. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Pouvez-vous vous rapprocher un peu plus? Pas du tout. Il y a le Sinon, micro on aussi. se demande de Ouais, je vais prendre celui-ci. Donc, je suis Diane Bicoq, psychologue, clinicienne et présidente de l'association Psy Sans Frontières qui propose du soin en santé mentale pour les personnes exilées. Le but de l'association était avant tout, au départ, d'informer les professionnels sur l'aspect interculturel et psychotraumatique des personnes qu'on pouvait accueillir. Et nous avons dans un second temps proposé une prise en charge psychologique donc pour les personnes au niveau individuel et au niveau collectif, notamment à travers une médiation artistique. Donc aujourd'hui, nous intervenons dans des lieux qui accueillent les personnes concernées, donc qui peuvent être aussi bien des CADA, des centres pour demandeurs d'asile, des lieux de vie, d'hébergement, des lieux d'urgence également. Nous avons un local donc, qui est situé à Tours Centre où nous faisons aussi un certain nombre de consultations, de ces consultations individuelles et des prises en charge en art-thérapie également. Très bien, merci Voilà. beaucoup. Alors, docteur Mamadou, donc, on parle aujourd'hui de l'excision. L'excision se fait de plusieurs manières. Il y en a 3 types d'excision. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces manières-là et de ces pratiques, c'est-à-dire chirurgiquement parlant, comment se fait l'excision? Okay. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je me présente. Je suis le docteur Karamba Kaba. Je suis le chef du service de chirurgie plastique, esthétique et réparatrice de l'hôpital national d'Onka et professeur à la faculté de médecine de Conakry. Je suis venu au nom de la concession de notre hôpital pour représenter auprès de cette association Chance pour toutes. Et en même temps, je suis venu à ce problème d'excision par une rencontre fortuite avec le docteur Mukwege. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui. Ce médecin congolais qui réparait les femmes violentées en République démocratique du Congo. Il a fait une visite à Conakry à l'époque. Je venais tout juste de rentrer au pays après ma formation en Hongrie. J'ai été formé en Hongrie à la chirurgie plastique. Et en ce moment, il m'a encouragé. D'abord, on s'occupait des jeunes filles violées parce que, laissez-moi vous dire que les viols aussi sont très, très, très fréquents dans notre pays. Donc, c'est par ce canal, j'ai découvert ce processus de réparation des femmes victimes de mutilation sexuelle féminine. Il existe plusieurs types, comme nos prédécesseurs l'ont déjà défini, de mutilation génitale. Et au fur et à mesure que les années passent, on voit une toute petite amélioration dans la destruction de l'organe génital féminin. Du point de vue anatomique, normalement, il y a le clitoris. Je vais dire le nom. Le clitoris normal, c'est une protubérance au niveau de la vulve. Et majoritairement, 97% des cas chez nous, c'est l'ablation de cette coiffe, cette protubérance qui constitue l'essentiel de l'excision. Il y a des cas qui sont aussi où les lèvres sont concernées. Les grandes lèvres et les petites lèvres sont raclées complètement. Et le troisième type, c'est l'infibulation où il y a une destruction totale de la vulve avec accolement.
Mais ces cas sont très rarissimes actuellement dans notre pays. Et dans mon exposé, je vous montrerai quelques détails avec cela. Merci beaucoup, docteur. Merci. Alors, Fatoumata, justement, tout à l'heure, vous nous avez présenté des chiffres et je suppose que le défi est de taille pour pouvoir collecter toutes ces données. Donc, vous, à votre niveau, quels sont les défis qui vous bloquent justement pour collecter toutes ces données? Alors effectivement, dans mon intervention précédente, j'expliquais que le premier enjeu de mon travail d'épidémiologie, c'était de montrer l'ampleur de la pratique. Et le deuxième enjeu, c'est de montrer les effets délétères de la pratique sur la santé d'un point de vue épidémiologique. Et donc pour cela, on doit s'appuyer sur des données représentatives, mais malheureusement, l'axe de la santé, de la prise en charge, notamment l'axe de la santé maternelle, n'est pas suffisamment étudié. Il n'y a pas suffisamment d'articles autour de ça, pas suffisamment de données. Et je dirais que le défi majeur dans la recherche, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont alloués pour pouvoir réaliser des enquêtes de grande ampleur en population générale féminine adulte qui puissent être représentatives de cette population. Donc c'est vraiment la limitation des données et des moyens pour pouvoir collecter du coup ce type de données. Merci beaucoup. Alors, docteur Diane, donc... Je ne suis pas docteur. Pardon, psychologue. Mais vous êtes également docteur parce que vous êtes psychologue et la santé mentale est très importante. C'est pas la même chose, mais c'est pas grave. Justement, en parlant de la santé mentale, quels sont les séquelles et les traumatismes que vous constatez généralement chez les femmes qui ont subi une excision, chez les jeunes filles et les femmes aussi? Alors, nous sommes, je précise pour pouvoir répondre à votre question, nous sommes une association qui est assez jeune et il y a une notion que j'aimerais introduire directement, c'est celle de la temporalité. Nous essayons de faire en sorte de proposer un accueil suffisamment rassurant et sécurisant pour ces femmes afin qu'elles puissent avoir un espace où déposer cette parole-là. Mais nous sommes confrontés à de multiples difficultés puisque le public que nous allons rencontrer principalement est un public qui est issu d'un parcours migratoire. Cette migration ne se fait pas toujours en avion. Donc on peut facilement imaginer que ces femmes, lorsqu'elles ont dû marcher depuis leur lieu de vie au départ, ont rencontré d'autres problématiques liées aux violences sexuelles sur leur parcours. Donc il est difficile d'avoir cette parole-là en première intention. Nous allons souvent recevoir des personnes qui vont exprimer des plaintes, mais qui ne seront pas directement liées à la sexualité et à leur sexualité. Donc, pour les paroles qu'on peut recueillir autour des mutilations sexuelles féminines, je dirais qu'elles arrivent très tardivement, en tout cas en ce qui nous concerne, et pas directement. Ça en passe par effectivement ces lieux où on va pouvoir les coucouner en quelque sorte et qui vont permettre dans un temps indéterminé qui leur appartient parce qu'on n'oblige pas à une parole quand elles se sentent prêtes ou lorsqu'elles sont confrontées par exemple à une grossesse. Là, elles vont commencer éventuellement à en parler, mais leur parcours fait qu'il y a de multiples traumatismes en jeu, en plus des difficultés qu'elles rencontrent quand elles arrivent en France, c'est-à-dire soit une demande d'asile, soit une recherche d'un hébergement, tout simplement. Nous n'allons pas forcément aller directement sur ces questions-là. En plus du fait que quand on parle de mutilation sexuelle féminine, on parle de sexualité aussi, qui est souvent un sujet tabou dans les cultures d'où elles viennent. Donc il y a tout un travail en amont
qui est nécessaire. C'est-à-dire elles n'osent pas en parler. Elles ne vont pas oser en parler directement, parfois elles ne vont pas penser à en parler. Alors ça peut paraître étrange, mais lorsqu'on parle de psychotraumatisme, il y a une notion, alors je dirais d'oubli, c'est-à-dire que certaines n'ont pas souvenir d'avoir été excisées. Donc c'est une parole qui apparaît au décours de leur suivi. Mais pour celles qui s'en souviennent, on va dire qu'on va favoriser ou inviter cette parole sans la forcer. Et c'est très important, je pense, de procéder de la sorte. Ce pourquoi on va plutôt en passer par des questions sur le couple parfois, ou sur la grossesse, sur la maternité, sur qu'est-ce qui se passe aussi à l'accouchement. Voilà. Alors, docteur, puisque la technique est prête, vous pouvez nous présenter votre présentation sur la thématique de l'excision. Ok. Merci beaucoup. Et ma communication sur les mutilations sexuelles féminines et la santé des mères présentée au nom de l'hôpital national d'Anka. L'objectif principal, c'est de définir ce que c'est que les mutilations sexuelles féminines dont on a tellement parlé, déterminer le pourquoi de ces mutilations, surtout dans notre pays en Guinée, décrire les conséquences des mutilations sexuelles féminines, ressortir la problématique des reconstructions des mutilations sexuelles féminines dans notre pays et projeter les mesures de prévention de ces mutilations. Donc le plan suivi, c'est de présenter une généralité et maintenant dans les généralités. Les mutilations sexuelles féminines, comme je l'ai dit tantôt, consistent à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, pratiquée à des fins non thérapeutiques. Ce terme de mutilation est différent du terme de circoncision masculine, parce qu'il y a des nuances. Pourquoi les mutilations sexuelles féminines? Il y a un terme très fréquent dans notre pays qu'on appelle, on le dit bilakoro. La majorité des langues de notre pays maintiennent le même mot bilakoro. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus péjoratif que ce terme. Personne n'accepte d'être traité de bilakoro. Et on ne définit ce terme que par rapport à l'état d'excision ou non. Donc la femme qui n'est pas excisée, on l'appelle bilakoro. On l'appelle bilakoro comme l'homme qui n'est pas excisé d'abord, c'est-à-dire initié. On confond l'excision comme étant un processus d'initiation. D'accord. Après, il y a la marginalisation. Absolument. Et c'est ce qui amène ce problème de marginalisation, de manque de socialisation, et on se réfère sur la tradition, comme les prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, sur la religion et la culture. Les complications des mutilations sexuelles féminines. Nous avons des complications immédiates et des complications tardives. Immédiatement, c'est les hémorragies post-excisitionnelles qui peuvent aboutir à des décès, les blessures dans le voisinage des organes génitaux externes, parce que vous savez que quand on prend la fièvre, c'est sans anesthésie dans la majorité des cas, et le méa urinaire est blessé, le périnée est détruit, jusqu'à parfois des complications qui peuvent aboutir jusqu'au niveau du rectum. Et toujours dans ce même cadre, les soins post-excisitionnels manquent. Parce que dans les villages, souvent les fillettes sont emmenées en brousse
au niveau des sources pour faire les pansements avec de l'eau, avec des décoctions. Et tout ça aboutit à des infections systémiques. Et souvent, il y a des cas malheureux de tétanos qu'on découvre. Et dans la majorité des cas, ils sont mortels. Du point de vue complications tardives des mutilations sexuelles, il y a les cicatrices vicieuses inesthétiques, les affections psychosociales, comme la collègue vient de le dire, et surtout les adhérences autour des organes génitaux externes, les dysparéunies, les difficultés à avoir des relations sexuelles normales, l'absence de plaisir, et plus tard les dystocies pendant les accouchements. Et le tout est conclu par des infections urinaires ascendantes qui peuvent aboutir à des insuffisances rénales. En Guinée, comme le définit l'OMS, nous avons ces 4 types de mutilation, c'est-à-dire l'ablation de la coiffe clitoridienne, l'ablation du gland et du genou du clitoris, l'infibulation qui heureusement se fait de plus en plus rare, et des formes non classées. Et ces formes non classées, on découvre de façon vraiment très violente ce qu'on appelle le repassage des seins. À l'âge de 12-13 ans, quand les seins commencent à pousser, il y a beaucoup dans nos villages qui utilisent des cuillères traditionnelles surchauffées pour empêcher les seins de pousser. Parce qu'ils pensent que quand le sein pousse, ça signifie que tous les organes suivent. Donc on empêche le sein de pousser. D'accord. En plus de l'excision, on empêche également les seins de pousser à travers des cuillères, vous avez dit. D'après les traditions, oui. Ensuite, nous avons en région forestière en Guinée, nous avons les balafres rituels qui sont utilisés dans certaines communautés. Et les coupures vaginales franches. Et là, ça survient souvent dans le débat de la fillette qui doit être excisée. On utilise des lames traditionnelles. Si la femme elle trébuche, par exemple, ça aboutit à des ouvertures complètes de l'organe génital. D'accord. Et les balafres rituels, ça consiste en quoi? Les balafres, ils le font au niveau de la région fessière, entre les 2 cuisses. Ils balafrent pour dire à la femme qu'ici, on ne doit pas toucher. Et c'est souvent dans la communauté Guerzé et Thomas qu'on retrouve ces pratiques. Donc le contexte est vraiment lié à un problème de mentalité, d'intolérance et d'ignorance. Et tout le combat contre les mutilations génitales féminines ou mutilations sexuelles doit se rabattre sur ce problème de sensibilisation, comme nous sommes en train de le faire. Dans nos consultations ordinaires à l'hôpital national d'Onka, au cours de ces dernières années, nous avons constaté que la majorité des femmes qui viennent nous consulter ont entre 20 et 30 ans et qui ont entendu parler des possibilités de réparation, soit par la télévision, soit par une amie, ou en tout cas ils commencent à entendre parler de réparation parce que moi-même j'ai fait 2 émissions à la télévision nationale pour expliquer à la population qu'on a commencé à faire au niveau de notre CHU les réparations de ces séquelles d'excision. C'est-à-dire que c'est la volonté de ces femmes qui viennent seules pour demander une réparation. C'est ça? Dans la majorité des cas, c'est très très rare qu'on voit un couple venir pour demander la réparation. Et souvent, je l'ai dit, ça commence à faire des problèmes dans notre pays parce que quand tu répares une femme, souvent son petit milieu commence à dire « Ah, pourquoi elle veut se réparer maintenant à son âge? Elle veut sortir, elle a découvert un autre homme, elle a fait... » Et c'est des problèmes qui risquent d'aboutir à l'effet inverse recherché. Donc les femmes de plus de 41 ans sont en nombre un peu moindre pour les consultations. Maintenant, en ce qui concerne l'impact de l'excision sur la vie sentimentale des femmes, et souvent la première cause de consultation, c'est les remarques des conjoints. C'est les mêmes maris qui disent « Ah, je n'ai pas de satisfaction avec ma femme, je n'ai pas de plaisir ».
mais ils n'accompagnent que très rarement, il n'y a pas 2% qui accompagnent leurs femmes pour la première consultation à l'hôpital. Et les troubles fonctionnels. Il y a des femmes qui ne viennent pas pour reconstruire, par exemple, un clitoris qui est perdu. Non, mais c'est pour dire que, attention, je suis mariée, mais je ne peux pas, il n'y a pas de possibilité de pénétration. Et j'ai eu une jeune dame qui avait 24-25 ans, qui s'est mariée, 2 ans sans enfant. Et un jour, c'est les belles-sœurs qui l'ont amenée chez moi. Ah, docteur, ça fait 2 ans qu'elle est mariée, il n'y a pas d'enfant. C'est quoi? Première consultation, infibulation totale. Donc, le couple est très jeune, ils ne savent pas comment faire, ils se sodomisaient. Ils n'ont jamais su c'est quoi, qu'est-ce qu'il fallait faire. Justement, surtout quand l'excision est pratiquée à un très jeune âge, comme Diane l'a dit, Ouais. donc, automatiquement, le couple ne sait pas qu'il y a une excision et du coup, il n'est pas informé, il n'est pas au courant. Ils ne savent pas, ils se sodomisent. Donc, avec ça, les enfants peuvent-ils venir? Donc, il a fallu faire une intervention chirurgicale, rouvrir complètement. Et heureusement, il n'y a pas eu de dégâts au niveau du vagin et des organes annexes. Donc, toujours sur l'impact de l'excision, je voudrais signaler que la majorité des femmes aussi ont eu des discussions avec le voisinage, ils ont entendu parler à la télévision des possibilités de réparation et ils viennent. Et qu'est-ce que nous faisons à l'hôpital? C'est des consultations étagées. Nous n'avons pas au niveau de notre CH, nous n'avons que 2 psychologues qui sont beaucoup plus concernés par le problème d'addiction à la drogue que pour les problèmes de mutilation. Quand tu envoies des femmes mutilées, c'est très peu de temps qu'ils leur consacrent. Donc c'est un gros problème dans notre pays pour voir l'impact psychologique, comment le soigner d'abord avant de procéder à la réparation. Sinon, le travail chirurgical que nous faisons est voué à l'échec. Il faut vraiment une bonne préparation psychologique de ces femmes à l'intervention chirurgicale, à l'acceptation des résultats et préparer aussi la communauté autour de la femme. Donc nous procédons souvent, dans la majorité des cas, aux reconstructions du moignon clitoridien qui est amputé, très rarement les reconstructions des petites lèvres et beaucoup plus la chirurgie des complications telles que les réparations des fistules vésico-vaginales et l'exérèse des kéloïdes. Parce qu'il y en a aussi, il n'y a pas d'impact très notable, mais la cicatrice est souvent défectueuse, douloureuse, prurigineuse et qui crée des torts aux femmes, aux jeunes femmes. Justement, quelles sont aujourd'hui les limites de la réparation, de la prise en charge? Quelles sont aujourd'hui les limites de la réparation et de la prise en charge? Les limites de la réparation sont beaucoup plus d'ordre financier. Parce que ça coûte cher d'opérer une femme, le bilan préopératoire, le bloc opératoire, la chirurgie, le matériel, les consommables. Et la dernière fois que j'ai fait, et c'est à l'occasion de laquelle Madame Anita m'a contacté, j'ai fait une publication sur Facebook, elle a bondi dessus immédiatement il y a cela 2 ans. J'ai eu un petit financement avec une ONG suisse qui m'a permis d'opérer 15 femmes gratuitement. Parce que les gens dans notre pays, c'est un peu difficile de payer 2 000, 3 000, l'équivalent de 2 000, 3 000 euros pour se faire opérer pour des gens qui n'ont pas quoi manger. Et tout juste pour le plaisir, le disent. C'est ça. Donc, j'ai eu un petit financement à l'époque qui m'a permis d'acheter les consommables, de payer les frais d'anesthésie, de faire les bilans préopératoires. Et tout le combat que je mène maintenant là, c'est voir dans quelle mesure on peut, parce que la demande est très grande, dans quelle mesure on pourra obtenir un préfinancement afin qu'on puisse continuer ces campagnes de sensibilisation pour les femmes, les jeunes femmes intellectuelles, les jeunes femmes d'un certain niveau qui veulent vraiment procéder à la réparation de ces mutilations génitales. Justement, docteur, avant d'ouvrir le débat avec le public et de leur laisser poser leurs questions, je voudrais tout d'abord poser une dernière question à Diane. Il y a plusieurs femmes qui souhaitent, parce que le docteur a dit que la réparation, ou bien la chirurgie est vouée à l'échec s'il n'y a pas une préparation psychologique. Il y a
et complète. Donc cela représente quoi côté psychologique pour les femmes? Alors la question c'est laquelle? En fait, la question c'est à quel point c'est important pour ces femmes-là de se faire réparer et à quel point l'accompagnement psychologique de ces femmes est important. Il est important à plusieurs niveaux, même si j'ai toujours cette précaution de faire avec ce qu'amène la personne, c'est-à-dire qu'on rencontre des femmes qui n'ont pas... Je suis pas sûre. Bon. Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro un peu plus? Oui, tout à fait. Oui, je disais donc que je prends la précaution, on prend la précaution dans notre association de prendre en compte que aller chez le psychologue n'est pas forcément une démarche naturelle et que donc c'est à nous de nous adapter aux besoins de ces femmes d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire que nous, on a nos process, on sait comment agir, mais ça ne correspond pas forcément toujours à la culture de la personne, à ses connaissances. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait de prendre le temps. Donc souvent, l'importance de la réparation, elle vient du fait que beaucoup de femmes vont exprimer, lorsqu'elles en ont la connaissance, le fait qu'il leur manque simplement une partie d'elles-mêmes et qu'elles ne se sentent pas complètes. Donc c'est un accompagnement qui, quand il est fait au maximum, est pluridisciplinaire. Et dans l'aspect psychologique, ça va être de leur permettre de retrouver une intégrité, mais je dirais comme elles vont la construire, pas comme nous on l'imagine. C'est-à-dire que ça va se porter... alors je parlais des questions de la maternité, souvent aussi, c'est-à-dire que quand elles-mêmes ont eu l'expérience d'avoir des filles, elles impactent plus grandement l'importance finalement de la réparation et peut-être d'être un exemple pour leurs filles. J'ai évoqué aussi tout à l'heure la question de la sexualité. On entend bien à travers les différents témoignages qu'il n'y a pas de parole autour de la sexualité. Alors, je généralise bien sûr, mais quand la sexualité est absente totalement de la transmission, il est difficile de trouver des représentations. Et c'est lorsqu'elles arrivent, par exemple en France, où la condition de la femme, on va dire, leur permet d'avoir des projections sur ce qu'elles voudraient être et sur le rapport au plaisir aussi. Effectivement, nous, on peut les accompagner à formuler ce type de désir et aller, pourquoi pas, jusqu'à une réparation. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, j'ouvre la parole aussi au public. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez surtout pas. Alors, excuse-moi. Est-ce que je peux juste parler du contexte français de la santé maternelle, parce que du coup, j'ai pas pu présenter mon travail. Bien sûr. Mais juste rapidement, ça sera bon. Bien sûr. Merci encore pour votre intervention extrêmement intéressante. J'ai une question pour le docteur Karamba Kaba. J'espère que je prononce correctement votre nom. Et d'abord, une petite remarque, c'est que les reconstructions, c'est quelque chose de très louable, mais évidemment, reconstruire toutes les femmes de Guinée dans un pays où 97% d'entre elles sont coupées, je pense que ce n'est pas faisable, n'est-ce pas? Et comme vous l'avez dit, vous avez reçu des fonds et vous avez pu réparer 10 femmes. Donc c'est infime par rapport aux problèmes qui se posent. Et c'est aussi un risque, parce que le risque chirurgical, c'est un risque quand même, donc on ne peut pas le négliger. Je voulais vous poser une question concernant la médicalisation de l'excision. Donc nous savons que la médicalisation de l'excision, c'est une grave atteinte à l'éthique
et à la déontologie professionnelle. Donc un médecin qui excise, c'est un médecin qui viole son serment d'Hippocrate, en plus de se soumettre à des risques de poursuites pénales, bien entendu. Et je voulais savoir si vous, dans votre pratique professionnelle ou de votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des poursuites premièrement, quelle est l'étendue de la médicalisation en Guinée? Je sais que c'est en augmentation partout, en Gambie, au Sénégal, en Guinée également, bon, en plus des pays où c'est pratiquement complètement médicalisé comme l'Indonésie ou l'Égypte. Mais quelle est, à votre sens, l'étendue de la médicalisation de l'excision dans votre pays? Et est-ce que vous avez connaissance de médecins qui ont été poursuivis justement pour avoir pratiqué de l'excision? Ok, merci beaucoup. Il y a une question encore À ma connaissance, il n'y a pas eu d'abord de poursuite contre le corps médical parce que souvent c'est des matrones, c'est des sages-femmes qui font cet acte-là. Mais des médecins, des chirurgiens, non. On ne le fait pas. Et depuis 1968, en Guinée, la loi a puni de 5 ans d'emprisonnement tous les cas d'excision et de polygamie. Mais pour contourner la loi, on a inventé ce qu'on appelle les mariages religieux. On est passé par les imams pour expliquer aux gens que c'est Dieu qui a dit qu'il faut faire des excisions. Sinon, du point de vue médical, c'est ces dernières années où, pour répondre à l'attente des anciennes générations, les jeunes mamans ont commencé à contacter les matrones des villages, à contacter les sages-femmes pour faire des petites piqûres, des petites coupures au niveau de la coiffe clitoridienne pour diminuer l'impact négatif des excisions. Sinon, du point de vue officiel, il n'y en a pas. Il n'y a pas 2 semaines encore, il y a eu un procès au sud du pays, dans la ville de Zérékoré, où une femme exciseuse a subi les coups de la loi. Mais c'est infime par rapport à l'étendue de la destruction. Donc les réunions de sensibilisation pareilles, dans les universités, dans les écoles, dans certaines communautés, seront les bienvenues pour que le travail pédagogique progressif se fasse afin qu'on puisse, dans des générations à venir, supprimer l'impact de cette procédure qui est vraiment contre les droits des femmes. Sinon, officiellement, non. Pas du tout. Merci beaucoup, docteur. Alors, on prend une dernière question avant de passer à la présentation de Fatoumata. Donc, il y a une dernière question par exemple. C'est aussi pour le déjà, c'est une première remarque, j'imagine, je ne le formulerai pas comme une question, mais comme une supposition, comme ça vous pouvez y répondre ou pas, que ça doit être très compliqué, et que peut-être il y a aussi beaucoup de pression pour être un médecin qui opère dans ce contexte combiné, donc déjà avec cette idée. Et je voulais savoir justement s'il y avait d'autres lieux que Conakry où ça se pratiquait, s'il y avait d'autres médecins en Guinée qui étaient sur cette question. Si vous étiez seul médecin à opérer, ou s'il y avait aussi une équipe pluridisciplinaire avec des psychologues ou des sages-femmes, et qu'en est-il après du suivi post-opératoire, notamment concernant la douleur, mais aussi, comme disait Diane, tout le volet sur aborder la sexualité, le consentement, ce que ça peut être le traumatisme psychique, est-ce qu'il peut se réveiller aussi après une opération, les souvenirs qui peuvent venir, est-ce qu'il y a un suivi post-opératoire qui est possible, en tout cas dans le contexte de Conakry, ou s'il y a aussi d'autres cliniques dans d'autres lieux en Guinée. Donc la question est est-ce que vous êtes le seul médecin en Guinée qui opère dans ce contexte-là, et est-ce qu'il y a un suivi après l'opération des personnes préparées? Bon, pour l'instant, c'est le service de chirurgie plastique, à ma connaissance, seul qui fait les réparations. On a commencé il n'y a pas longtemps. Sinon, nos collègues gynécologues font des réparations, mais surtout dans les cas de viol. Mais certains cas de cicatrices aussi qui empêchent les accouchements normaux. Ils font des résections de kéloïdes, de grosses cicatrices.
Mais pour la réparation de ces mutilations, c'est le service de chirurgie plastique que j'ai l'honneur de diriger. Et dans mon service, nous sommes nous sommes 6 médecins que je coiffe. Et nous avons commencé il y a de cela 2 ans à faire ces réparations. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul pour en parler. Mais dans le suivi, si nous revoyons ces femmes-là 3 mois après l'opération, 6 mois après l'opération, et avant même mon retour maintenant, là, j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 parmi ces femmes. Je pense qu'il y a une satisfaction et ça nous encourage à continuer. Ça nous encourage, je retrouve la sensibilité progressivement. Bon, les maris, secrètement, j'ai eu à appeler 2 ou 3 maris aussi pour leur demander si vraiment ils sentent une amélioration par rapport à l'état antérieur. Et je pense que de façon subjective, ils me disent que oui, il y a une amélioration. Mais en tout cas, l'engouement fait que ça nous encourage à y aller parce que même du point de vue esthétique seulement, ça suffit pour soulager ces femmes. La demande, c'est d'enlever ce fossé qui est là, creusé, invisible. Ils veulent sentir quelque chose. Et quand on ressort cette petite chose-là, je pense qu'il y a une satisfaction psychologique qui fait que ces femmes se sentent maintenant pleines. Parce que l'amputation du clitoris, il y en a qui ne le supportent pas du tout. Et ils le disent, ils le témoignent. Ouais. Mais peut-être si je peux me permettre, il y a aussi le poids social et je pense que du côté des soignants aussi, là c'est très bien, vous avez pu former d'autres collègues, mais que c'est un travail aussi au long cours de changer les mentalités pour pouvoir permettre... En tout cas, à chaque fois qu'on a l'occasion, on fait des communications au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la télévision nationale, là parce que la porte nous est vraiment ouverte, et pour en parler, et sans crainte, sans tabou, on le dit, et beaucoup de gens adhèrent, parce que les consultations sont vraiment de plus en plus fréquentes. De plus en plus fréquent et nos mamans vraiment sont contentes, ils disent il faut en parler, il faut discuter avec les gens, pour que ça diminue l'impact de l'excision. Et c'est prometteur pour assurer un changement à long terme. Absolument. Et puis sans plus tarder, Fatoumata, vous avez préparé une présentation. Je vais être très rapide, je vais juste montrer quelques slides. Bien sûr, je vous en prie. Du coup, tu peux passer directement... Tu peux passer encore. Voilà, c'est bon, merci. Du coup, je voulais juste vous fournir quelques données et résultats d'études. Un peu plus de votre... C'est mieux ? Oui. Je voulais juste vous fournir quelques données et résultats d'études sur la santé maternelle en contexte européen et français. Donc, notamment à travers une étude internationale que j'avais menée entre l'Europe et l'Afrique sur le sujet et qui a révélé qu'en Europe, il y a davantage une fréquence plus importante d'épisiotomie et également de césarienne chez les femmes primipares qui accouchent pour la première fois. Et diapo suivante. Je peux passer encore. Et en France, il y a 2 sources de données qui ont traité le sujet. D'une part, l'enquête Excision et handicap qui a été menée entre 2007 et 2009 dans des maternités dans 5 régions françaises qui ont montré que les femmes concernées sont plus à risque de douleurs, de troubles fonctionnels quotidiens et dans la vie sexuelle, également de déchirures à l'accouchement. Et il y a un autre point très important qui a été mis en évidence, c'est que les femmes qui ont été excisées après l'âge de 5 ans sont plus à risque de souvenirs traumatisants et de souvenirs douloureux. Et à mon sens, je trouve que c'est une dimension importante, la dimension psychologique. Elle est très importante à prendre en compte dans la prise en charge de ces femmes. Et l'autre source de données, elle est plus récente, ce sont les résultats de l'enquête nationale périnatale 2021 qui montrent qu'une majorité de femmes qui accouchent en France avec une excision et qui sont nées à l'étranger sont plus en situation de précarité et elles ont également un suivi de grossesse plus tardif, donc de moins bonne qualité.
et elles sont exposées également à un risque accru d'épisiotomie, comme j'avais montré donc précédemment avec l'étude internationale. Et donc, dans mon travail, ce que je remarque, c'est qu'il y a très peu d'études sur la prise en charge anténatale qui est déterminante pour le bon déroulement de la grossesse, surtout pour les femmes qui ont une infibulation, qui doivent, selon les recommandations de l'OMS, être désinfibulées avant l'accouchement. Il n'y a pas d'études non plus sur l'expérience post-partum après l'accouchement, alors que certaines femmes revivent le trauma de leur mutilation à travers la grossesse et à travers l'accouchement. Et comme on l'a vu, il y a également donc, des complications de grossesse, notamment la survenue d'épisiotomies, de déchirures qui peuvent affecter la santé de ces femmes tout au long de la période du postpartum. Alors bien que l'épisiotomie soit réalisée en principe pour prévenir de déchirures, je me suis rendu compte pendant ma thèse qu'il n'y a pas de protocole pour ces femmes en contexte européen, français, et ce qui peut donner lieu donc à des épisiotomies de routine et donc à des abus, à des formes de violence obstétricale. Donc il est important de développer des études et des lignes directrices pour étudier, évaluer le bénéfice de ces interventions et améliorer la prise en charge de ces femmes. Et juste la dernière diapo, pour conclure sur l'accompagnement des femmes concernées, ça a été l'objet d'un volet du projet GenderNet+, qui a été financé par la Commission européenne, auquel j'ai participé à la coordination, qui a réuni des chercheuses d'Europe et du Canada. Et donc ce projet sur lequel a également travaillé Shemsa et Ornella nous a permis de mieux circonscrire les connaissances, les attitudes et les pratiques des professionnels de santé à partir d'un questionnaire que nous avons testé dans certains services de santé en France et qui a révélé un manque de connaissances et un manque de formation des professionnels de santé en France qui sont essentiellement, enfin le peu qu'il y a, c'est essentiellement focalisé sur la législation et pas assez sur la communication entre les professionnels et les femmes concernées. Et ce sentiment, il a été confirmé par les femmes concernées à travers une étude qualitative qu'on a menée pour mieux comprendre les expériences des femmes et refléter leur voix dans les outils pédagogiques qui sont donc destinés aux professionnels de la santé. Et c'est un axe, je pense que Ornella va développer cet après-midi à travers des outils comme le théâtre forum. Et juste pour terminer, je voulais terminer mon intervention sur cette infographie qui, je trouve, illustre très bien les résultats et les complications dont on a parlé pendant cette table ronde, et notamment le retentissement des risques de complications liées aux mutilations sexuelles féminines au cours du cycle de la vie d'une femme et la possible répercussion donc, de l'accumulation de tous ces troubles pendant la grossesse, à l'accouchement et pendant le postpartum. Merci beaucoup Fatoumata Silla. Merci beaucoup Dr Mamadou Karamba Kaba. Merci beaucoup Diane Bicop pour votre intervention.